Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette conférence qui a pour thème améliorer votre préparation de commandes avec le shelf tout personne. Alors pour cette conférence qui est à l'initiative de la société Geek+, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jean et Jean-Daniel, à qui je vais demander de bien vouloir se présenter, peut-être en commençant par Jean. Oui, avec plaisir. Bonjour à tout le monde, Jean Gâteau, je suis directeur grand compte société Geek+, où je m'occupe de la plupart des grands comptes de la société au niveau international, oui. Europe, IMIA et US. D'accord, très bien. Merci. Jean-Daniel. Jean-Daniel Cohen, donc directeur commercial France, donc en charge du développement sur notre beau pays, la France. D'accord. Alors Geek+, c'est une marque qui commence à s'installer, à être connue, mais peut-être que certains d'entre vous ne la connaissent pas encore. Alors peut-être quelques mots de présentation pour nous dire qui est Geek+, et ce qu'elle représente au niveau monde. Oui, avec plaisir. Alors, l'aventure Geek+ a commencé il y a maintenant 8 ans. Oui. C'est toujours une société qui est considérée comme un état d'esprit start-up à échelle humaine. Il y a 2000 personnes en tout. Sur les 2000 personnes, 850 personnes travaillent essentiellement sur la partie R&D. Tous les robots et toutes les solutions, du moins, équipements hardware qu'on propose sont fabriqués en Chine. Donc c'est une société de chinoise, quoi. Une société chinoise, exactement. Effectivement. J'ai oublié de mentionner, une société chinoise basée à Shanghai, Pékin, et plusieurs, effectivement, sites de production. Et la partie distribution, donc région Asie, région Europe et US, strictement. C'est une société qui, aujourd'hui, fait à peu près, qui a une valeur marché évalué à peu près 2 milliards de dollars. Une croissance très forte depuis maintenant 8-9 ans. Pour vous donner une idée, en Europe, l'activité distribution a commencé il y a 4 ans. Il y avait 4 personnes, aujourd'hui on est 150 rien que sur l'Europe. Aussi bien, tous départements confondus. Aux US, on est à peu près sur les mêmes chiffres, on a à peu près 200 personnes aux US pour la partie distribution et à région Asie également, un peu partout, Taïwan, Taipei, Singapour, Inde, Malaisie. Vous allez nous expliquer tout à l'heure qu'est-ce qui fait ce succès. Quelle est sa vocation d'origine à cette société ? Quel est son ADN en quelque sorte ? L'ADN de Geek+, c'est proposer des solutions qui répondent aux demandes des clients. Ça, il y en a beaucoup qui... Concrètement, ils ont commencé avec 2-3 clients. Et ces mêmes clients, lui ont présenté à différents ingénieurs la société Geek+, des problématiques qu'ils rencontraient en plateforme, en intralogistique, en production, pour éviter les ruptures de charge, pour améliorer aussi bien sur la partie stockage et aussi la productivité. Et donc, Geek+ a, au tout début, mis en place, ou du moins a créé une solution chef to person que Jean-Daniel nous expliquera un peu plus en détail plus tard. Mais donc ça, c'est les petits robots qui vont chercher des étagères, qu'on verra tout à l'heure en mouvement d'ailleurs. Mais ça, c'était un petit peu ce que faisait Amazon. Enfin, c'est inspiré du Kiva Robotics. Complètement. Alors dans une autre échelle, Amazon effectivement a créé une partie. Je ne citerai pas les noms, mais effectivement, il y a une partie qui est devenue Amazon Robotics. Et effectivement qui est essentiellement dédié aux plateformes Amazon. D'accord. Geek+ s'en est inspiré, probablement, mais a vraiment créé des fonctionnalités hardware, celles qu'on peut voir systématiquement dans nos slides et dans nos présentations. Mais, j'allais dire, Geek+ a probablement mis en place des fonctionnalités software qui sont additionnelles ou complémentaires des solutions qu'on connaissait
entre guillemets, vous l'avez cité, Amazon. Oui, ceci dit, Amazon a acquis l'entreprise pour ses besoins propres. Donc, pour le marché mondial, il manquait peut-être aussi un acteur pour promouvoir ce genre de solutions dans des sociétés qui ne sont pas Amazon. Alors, oui. Alors donc ça c'est, je dirais, c'est un petit peu la vocation d'origine. Ça c'était il y a combien, 8-9 ans à peu près? 8 ans, 9 ans, exactement. Première solution déployée, chef to person. Après plusieurs autres solutions qu'on détaillera tout à l'heure dans notre conversation. Mais aujourd'hui, on a une partie hardware, donc sur des solutions de tri, des solutions de stockage haute densité, pour en parler comme ça brièvement. Donc des solutions qui s'intègrent dans les plateformes existantes pour pouvoir aussi bien améliorer la productivité, mais surtout améliorer les conditions de travail des opérateurs, donc l'ergonomie, tous ces détails que Jean-Daniel précisera tout à l'heure. Donc, mais pour la présentation de la société, donc société chinoise, fabricante en Chine et distribution, une partie de distribution en dehors de la Chine, donc région Asie, Europe, US. On a aujourd'hui, après 8 ans, environ des clients dans plus de 40 pays. On a plus de 1000 clients. C'est qui ces clients? Alors justement, j'allais vous en parler. On a des clients de la distribution, le retail, bien sûr des clients sur des flux e-commerce, beaucoup, parce que on connaît ces dernières années, notamment avec la partie Covid, l'épisode Covid qu'on a tous connu, qui effectivement, l'e-commerce a connu ses heures de gloire, comme on dit, mais aussi bien dans le milieu de manufacture, où typiquement les références sont des références lourdes, on est sur des taux de pénibilité importantes pour les opérateurs, donc typiquement la robotisation prend tout son sens. Donc dans l'industrie, dans le retail, l'e-commerce, enfin tout secteur confondu. Tout secteur confondu, exactement. On a aujourd'hui une bonne partie, à 85% des retailers, des acteurs de l'e-commerce, et peut-être 15-20% manufacture. D'accord. Alors donc j'imagine que la société s'est d'abord développée en Chine, puisque c'est une société chinoise, mais après, donc par extension, elle a touché d'autres pays. Est-ce qu'on peut citer des marques des clients qui utilisent aujourd'hui les solutions? Alors, bien sûr, on a certaines marques avec lesquelles on travaille. On travaille avec des logisticiens, beaucoup. Des gens comme Seva, Logistique, ils font partie du groupe CMA. Des Bechenker, qui sont des gros acteurs de la logistique. Ils ont aujourd'hui plus de 2500 plateformes dans le monde. On verra tout à l'heure des vidéos qui montrent... Je vais illustrer un peu tout à l'heure la solution chef to person qu'on a déployée chez les logisticiens, les 3PL. On travaille beaucoup aussi avec UPS, 3PL reconnu sur la place. Et puis également, vous voyez, des acteurs de la distribution retail et e-commerce sportswear. Il y a eu quelques images déjà et quelques vidéos qui ont été diffusées. Decathlon, qui est un client historique Geek Plus, dont Jean-Daniel d'ailleurs... vous êtes Je suis un ancien un décathlonien. Voilà. D'accord. Donc voilà, après, je ne vais pas citer tous les noms, FM Logistique en France, qui d'autres, Jean-Daniel, je ne sais pas. On va pas faire la liste exhaustive. Donc la société se développe vite, rapidement, et s'implante en France. Alors l'implantation en France, elle date de quand? Elle a commencé en 2019, je peux vous en parler parce que j'étais là. J'ai commencé en France, on était 2 personnes à s'occuper de la France, enfin de l'Europe. On était, je dis des bêtises, on était 5 personnes à s'occuper de l'Europe, dont 2 situées en France. Donc ça c'est en 2019, c'est ça? 2019, exactement. Juste avant le Covid, quoi.
Juste avant, exactement. D'ailleurs, j'ai fait un voyage en Chine. Ouais. Je suis revenu. À l'aéroport, on m'a dit ah, il y a un petit virus là. Donc, je ne l'ai pas rapporté. Hein. Oui. C'est pas vous. C'est pas moi. C'est pas... Le patient zéro. On ne tient pas le responsable. Le Et patient donc, zéro. oui, exactement. Donc, alors, les bureaux en Europe sont à Düsseldorf Oui. pour des raisons stratégiques et administratives. C'est plus simple. Notamment parce que on est dans une société chinoise, donc avec des employés qui sont chinois. Hein. On a dû effectivement recruter ces dernières années beaucoup en Europe, sur le bassin européen, sur différentes donc administratives, solutions, commerciales, marketing. Mais la base reste chinoise. Et donc, il y a un bassin, visiblement, à Düsseldorf, ou du moins en Allemagne, de Chinois, d'entreprises chinoises, depuis maintenant 15-20 ans, qui sont basées à Düsseldorf. Et Düsseldorf était un point d'ancrage pour Geek+, logique. D'accord. Et donc, la société française en soi n'existe pas, parce qu'on existe, il y a une société française, mais c'était une société administrative qui a été créée tout récemment, mais le principal, c'est donc le bassin de distribution qui est piloté par le bureau de Düsseldorf, en Allemagne. Donc la structure France existe, là on est en 2019, donc là vous commencez à vous organiser, à aller voir les clients, enfin les prospects, Oui. Et à constituer une équipe autour de vous. Exactement. Alors l'équipe au début, une équipe commerciale et administrative, et puis la France. Donc on a dû recruter des commerciaux, des responsables marketing. D'accord. Et surtout, ce qui est très important, j'insiste là-dessus, tout de suite, on a investi la prévente parce qu'on a déployé nos solutions très rapidement sur beaucoup de sites, une quinzaine de sites en 2 ans. Et donc, on a dû recruter une équipe maintenance, des spécialistes de la maintenance. Donc, aujourd'hui, on travaille avec aussi bien des gens qui ont été recrutés en interne que des third parties, des subcontractors qui travaillent pour nous sur la maintenance niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est 2 départements clés chez nous. C'est la partie consulting, sales et solutions, et la partie après-vente, maintenance. Et aujourd'hui, la partie maintenance après-vente constitue 15 personnes. Et la partie commerciale, on est 15 personnes également, sur toute l'Europe. Alors, je ne parle pas uniquement de la France, mais de l'Europe en général. D'accord. Après, pour les installations, j'imagine que vous appuyez sur des sous-traitants, Oui, on travaille beaucoup. Alors, on travaille essentiellement avec nos ingénieurs hard et soft, sur la partie intégration de WMS également, mais sur la partie implémentation, oui, on travaille beaucoup avec les sous-traitants. D'accord. Alors, bien sûr, vous pourrez tout à l'heure poser toutes les questions qui vous semblent utiles aux intervenants, si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions qui vont être présentées maintenant. Avant peut-être de rentrer vraiment dans le détail des produits Geek+, et puis de ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir les robots qui vont chercher les étagères et qui les apportent aux préparateurs. Jean-Daniel, pourquoi on automatise aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pousse justement vos clients à venir vous voir en disant « voilà, moi j'ai un projet d'automatisation ». Alors, aujourd'hui, quand on reçoit nos clients, alors que ce soit un appel ou un contact par les réseaux, ils ont plusieurs problématiques. Une problématique qui est aujourd'hui très forte, qui est la stabilité des équipes. Donc on pourrait y revenir, garder les opérateurs. Il y a une volatilité dans le recrutement qui fait que... Il y a cette réflexion, comment faire pour garder une stabilité dans les effectifs. Après, il y a le marché qu'on connaît, avec une forte tension sur les mètres carrés, donc des prix qui augmentent. Et donc là, le client se pose la question, comment optimiser les mètres carrés, les mètres cubes que j'ai à ma disposition. J'en parlais des professionnels de la logistique, d'Eric tout à l'heure. Il y a tous les clients qui ont des mètres carrés, des mètres cubes et qui souhaitent les optimiser. Et puis, je parle d'optimisation. Alors, on a aussi beaucoup de clients qui viennent en disant, voilà, j'ai une performance picking, malgré toutes les améliorations qu'on a pu faire.
on pense qu'on peut l'améliorer avec vos solutions. Donc, performance du picking, performance, je dirais, pure productivité, et également qualité, puisqu'on insiste souvent sur la productivité, pas oublier la partie qualité, puisque l'outil est là aussi pour accompagner l'opérateur dans son travail de qualité. Donc si je résume, besoin de densifier les mètres cubes, les mètres carrés, gestion des stocks, besoin de maîtriser son activité, donc avoir une stabilité de la performance, quels que soient les creux et les pics. Donc ça, c'est un point important. Et performer sur la qualité, puisque le service client... La qualité, les délais aussi peut-être. Qualité et délais, effectivement. Dans la partie qualité, j'intègre les délais, parce que la promesse client, que ce soit sur le délai ou la qualité, aujourd'hui, c'est ce que vendent de nombreuses entreprises, sans parler des logisticiens, bien sûr. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a il n'y a pas si longtemps que ça, on disait l'automatisation, ça va supprimer des emplois. Et aujourd'hui, c'est, comme on connaît beaucoup de difficultés de recrutement dans les entrepôts, aujourd'hui, c'est justement quelque chose qui permet finalement de pallier les pics d'activité, de résoudre un petit peu en quelque sorte ces sujets-là, tout en apportant finalement une aide dans la préparation de commandes aux opérateurs. Alors, je pense que c'est vraiment d'amener cette stabilité. C'est un élément important. Jean-Philippe, vous soulignez les besoins qu'ont les entreprises d'avoir, que ce soit en basse saison ou haute saison, une stabilité, que ce soit pour les délais et la qualité. Donc comment faire à un moment qu'on est sur un marché, je dirais, de pénurie? Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence sur certaines zones. Donc comment on fait pour garder cette stabilité? Là, effectivement, nos solutions apportent vraiment un plus dans la stabilité à travers la performance. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est accompagner l'opérateur dans son travail de tous les jours. J'en parlais, l'ADN de Geek+, c'est l'innovation. Et dans notre organisation d'entreprise, je fais juste un petit retour en arrière, on a une structure très plate qui permet rapidement de remonter les informations pour dire voilà, le client, il a besoin de ça. Comment on va adapter nos robots, nos solutions à ce que veut le client, c'est-à-dire d'accompagner les opérateurs. Ça, c'est un point très, très important. Donc, vous citiez, on a des opérateurs. Comment faire que ces opérateurs soient dédiés à des tâches à valeur ajoutée? Et nous, je dirais, à travers nos solutions, on récupère les tâches à plus faible valeur ajoutée, sont de transporter des produits d'un point A à un point B. Tous connus, enfin, en tout cas pour ceux qui l'ont pratiqué, le picking avec un chariot, vous arrivez en fin de journée, vous avez fait vos 12 km, donc c'est très bien pour la forme, sauf qu'à un moment, c'est lourd, puisque quand on fait les calculs, si mes souvenirs sont bons, on était à plus de 60% du temps d'un opérateur passé à marcher, à se déplacer. Aujourd'hui, avec nos solutions, c'est 50% du temps de l'opérateur à faire du picking. Donc on voit qu'on a déplacé, je dirais, l'utilisation du temps, alors je vais dire, de tâches à faible valeur ajoutée, qui est de marcher, si ce n'est pour la santé, mais en tout cas pour la productivité, à une opération vraiment de picking ou de qualité. Avec aussi une diminution de la pénibilité pour l'opérateur. La pénibilité, bien sûr, qui dit marcher, dit aussi porter des charges. Donc, petit à petit, on supprime vraiment toutes ces tâches à très faible valeur ajoutée. Alors, on parle beaucoup de troubles musculo-squelettiques, bien sûr. L'ergonomie du processus est vraiment un point important dans nos solutions. D'accord. Alors depuis sa création, Geek+ s'est développé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et développe aujourd'hui une gamme de produits assez large. Alors est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble de ces produits d'automatisation et de robotisation? Alors, je crois que c'est ce qu'on voit à l'écran. Le premier, ou le best-seller, puisque l'historique, comme l'a très bien décrit Jean, c'est ce qu'on appelle le shelf to person, l'étagère qui va aller à l'opérateur, donc le système, du robot tortue qui va soulever l'étagère et l'amener. Ça reste aujourd'hui la solution
je dirais, la plus vendue, la plus utilisée. On y reviendra tout à l'heure, puisque c'est quand même le but. Donc je passe après à l'évolution qu'il y a eu à travers la solution qu'on voit notée, qui s'appelle le PopPick, où là, on est sur une autre génération d'étagères avec des bacs, et surtout une station qui va faire le pic des bacs. On y reviendra un peu plus dans le détail, mais on est sur une autre technologie, mais toujours dans l'esprit shelf to person. Après, on a ce qu'on appelle en interne le robot shuttle, j'en appelle ça aussi la haute densité, qui va permettre sur des solutions entre 8 et 12 mètres de stocker des bacs. Et ces bacs seront pris par ce qu'on appelle des robots shuttle, des bras articulés qui vont amener ça sur d'autres robots qui amènera à la station de picking, des fourches. Ce qu'on appelle des fourches, le robot shuttle. Puis après, on est en train de développer une autre technologie qui mixe le shelf to person ou l'étagère to person avec le stockage de la palette. C'est ce qu'on appelle le four-way shuttle. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, pour toutes les personnes intéressées. Contactez-nous. C'est ce que vous aviez présenté aux Agora Awards, je crois, non, cette solution mixte. Aux Agora, on avait présenté la technologie hybride. Hybride, c'est ça. C'est-à-dire que sur les mêmes mètres carrés, on pouvait avoir du P800, qu'on appelle l'étagère avec le robot P800, et du robot shuttle. C'est ça. Avec la même station de Avec la même station de picking. Même station de picking. Et donc, j'en parlais du développement du hard et également du soft. C'est aussi par le développement de notre software qui permet, comme une plateforme, d'avoir différents outils Geek Plus sur le même lieu. Et le dernier, en tout cas dans la liste actuelle, c'est le robot de tri, qui vous permet de vous affranchir des grands convoyeurs cross-belt. Et là, vous avez un petit robot qui vient vous chercher le bac ou le produit et qui va le mettre jusqu'à la destination, comme pour la poste. On va prendre un exemple que tout le monde a en tête d'un produit qui va être amené d'un point d'entrée jusqu'à une destination. Alors, on va peut-être à présent revenir justement aux étagères, si je puis dire. Qu'est-ce qui a fait leur succès? Parce qu'il y a d'autres sociétés qui sont aussi positionnées sur cette gamme de produits. Qu'est-ce qui explique le fait que la société se soit développée si rapidement? Quels sont les atouts que vous avez mis en avant et qui sont inhérents au produit? Alors, je dirais peut-être le premier des atouts, c'est sa simplicité. Sa simplicité d'installation, puisque à partir, je dirais, d'un plan, nos ingénieurs solutions vont vous designer votre zone, et après, en termes de fonctionnement, placer des QR codes au sol, et nos robots vont aller de QR code en QR code pour amener les étagères vers la station de picking. Donc je dirais la simplicité. Simplicité et puissance, parce qu'on parle de petits robots, mais il ne faut pas oublier que ces robots ils prennent jusqu'à 1 tonne. Donc ça veut dire que dans votre étagère, qui est, je dirais, customisable, excusez-moi l'anglicisme, mais vous pouvez ranger pratiquement 1 tonne de produits. Donc vous avez simplicité d'installation, large gamme de produits que vous pouvez mettre dans une étagère. Et le troisième point, c'est le retour sur investissement. Aujourd'hui, on propose des solutions qui permettent à un client, alors entre 1 et 3 ans, de s'y retrouver, on va parler de ROI, économiquement. Donc, facilité d'installation, robustesse et flexibilité de la solution et ROI court terme. Donc, voilà. Donc, concrètement, le préparateur a son bon de commande, il rentre le lieu de destination du robot qui va chercher l'étagère. C'est un peu différent. Alors, imaginez, je vous ai chez un client, le client il a dans son WMS, alors on va employer des termes techniques, dans sa gestion d'entrepôt, il va avoir toutes les commandes. Toutes ces commandes, il va les envoyer à notre WCS, le système qui va gérer les commandes ou les vagues de commandes. Donc ça se fait en automatique? Ça, c'est en automatique. Donc le client, il a géré... Généralement, le client, il crée ses vagues de préparation.
les envoie sur notre WCS. WCS qui va dire au robot au management system, écoute, tu vas aller prendre telle ou telle étagère avec tel ou tel robot et tu vas l'amener à telle ou telle station. D'accord. L'opérateur à la station, il va ouvrir sa station. D'accord. En ouvrant la station, il va récupérer un nombre de commandes qu'il va mettre sur ce qu'on appelle le put to light, de chaque côté. Il va pouvoir gérer jusqu'à plus d'une trentaine de commandes. Vous pouvez en faire plus. Mettons, vous avez 16 et 16 commandes de chaque côté. Vous avez 32 commandes et l'opérateur va pouvoir gérer en simultané 32 commandes. On déroule, le robot arrive, l'opérateur voit sur l'écran quelle étagère, où je vais piquer le produit, et avec le put to light, où je vais poser le produit. Cette capacité à traiter 32 commandes simultanément, c'est une spécificité de... Alors, on fait partie des entreprises qui proposent cette largeur de possibilités. Puisque je parle de 32, vous pouvez Parce aller... que là, ça permet vraiment de travailler en temps masqué. Vous êtes complètement en temps masqué. Et si vous voulez faire des ramasses à l'article, vous pouvez aller au-delà des 32. Si vous voulez mettre 100 commandes dans un bac, vous faites une ramasse pour ces 100 commandes, vous allez mettre dans un bac. Après, peut-être utiliser du trieur. Mais vous avez... Je reviens sur le terme flexibilité. C'est vraiment l'élément qui est un de nos atouts. C'est cette capacité que notre système a à donner cette flexibilité aux clients, de dire voilà, aujourd'hui, je veux travailler 3 commandes parce que j'ai 3 commandes urgentes, je mets ma station sur ces 3 commandes. Puis à côté, une autre station qui va gérer plutôt des clients qui sont arrivés dans le portefeuille. Et là, une autre station va gérer d'autres types de commandes. Donc on peut effectivement dimensionner. On peut dimensionner, on peut dédier. En fonction de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que s'il y a d'autres gros clients, par exemple, qui arrivent, on peut très bien rajouter des stations de travail et puis augmenter le nombre d'étagères, par exemple. Augmenter le nombre d'étagères. Alors, bon, il y a un plan. Bien sûr, si à un moment vous avez ce besoin d'augmenter, on va revenir vers vous, vous accompagner dans l'extension de votre plan. Mais vous avez, je dirais, je reviens sur ce terme, de simplicité. On a cette capacité à faire des extensions simples, mais déjà, comme vous l'avez dit, dans la flexibilité. Alors, en fait, les robots ont une intelligence embarquée, c'est ça? Alors, oui. Allez-y. Les robots, ils ont une intelligence embarquée, mais ils sont surtout dirigés par un robot management system. Voilà, c'est le RMS, c'est le gestionnaire de flotte, pour parler français. Donc c'est le gestionnaire de flotte qui à un moment va dire à tel robot, tu vas là, tu prends telle étagère, tu l'amènes à tel endroit. D'accord. C'est ça. Effectivement, l'intelligence vient du soft. Le robot en soi, c'est un robot. Effectivement, il est intelligent, mais pas tant intelligent que ça. On lui demande de faire une... Il obéit. Exactement. Il a juste effectivement des détecteurs d'obstacles. Voilà, ça c'est pour la sécurité, mais au-delà de ça, le soft fait tout, entre guillemets. Bon, Jean-Daniel, je t'en prie, je voulais juste rajouter ça. Et alors, est-ce qu'on peut parler justement d'intelligence artificielle? Alors exactement. L'intelligence artificielle, elle est dans le soft. On parlait de prélèvement tout à l'heure, on parlait des étagères. On peut avoir, en soi, il parlait de 32, 35, on peut avoir 60 commandes à traiter sur une même station. Tout dépend, bien sûr, de la taille de la commande. Tout dépend de la taille des articles. Si les articles sont, par exemple, de la cosmétique, si les articles sont de faible taille, on peut avoir 60, 65 commandes sur une même station. Tout dépend après aussi des opérations après le picking. Il parlait effectivement de regroupement sur le batch packing. Donc, on a toutes les configurations sont possibles, mais on peut atteindre effectivement des taux de prélèvement importants dans les étagères et une productivité importante sur le nombre de commandes traitées par station. Et sur l'intelligence artificielle, vous en parliez. Bon, notre système nous permet, avec des entrées de données, donc celles que nos clients nous transmettent WMS, on peut les traiter, nous, avec notre WCS, le Warehouse Control System, c'est comme ça qu'il est, il est indiqué, ou du moins dans notre catalogue produit estampillé. Le WCS, lui, va récupérer ces commandes, et en fonction de ces commandes, en fonction
des faibles ou fortes rotations, des références. Notre intelligence artificielle va placer dans la zone de stockage des étagères ou autres, bac ou autres solutions qu'on propose, une amélioration du stockage en fonction de faibles fortes rotations dans la zone. Donc forte rotation pour éviter des longues distances entre les stations de picking et les zones de stockage, les éléments de stockage. Pour les fortes rotations, on va les mettre devant les stations pour éviter effectivement de longues distances parcourues par les robots. Ouais. C'est un exemple parmi d'autres. Jean-Daniel, je te laisse... Alors, moi, je voudrais mettre l'accent sur un autre exemple qui est par rapport à l'intelligence artificielle. Donc là, Jean, il a parlé du hit rate. Alors, vous avez vu que mon accent anglais est quand même perfectible, mais on a deux hit rates. On a le hit, H-E-A-T. Donc là, Jean, c'est ce dont il vient de parler. Donc les étagères les plus chaudes en picking, on va les amener proches des stations. Puis on a aussi le travail sur le hit rate, donc HIT, où là, notre nombre de pics qu'on va pouvoir faire dans une étagère. Et ça, on le travaille aussi en temps masqué, ou sur le travail du pop pick, notamment, vous pouvez demander au système le soir de venir réagencer les étagères parce que vous avez déjà, et là Jean citait l'intelligence artificielle qui va travailler intelligemment les commandes du lendemain en disant je vais avoir besoin de telle ou telle étagère pour le lendemain. Donc il va faire, comme on dit, un reshuffle, une réorganisation, en bon français, des bacs dans les étagères pour que le lendemain vous avez ce taux de picking de l'opérateur qui augmente. Un taux de prélèvement qui augmente. Donc là, on a deux types, je dirais, d'analyse qui servent beaucoup aussi en pic de saison. Vous allez préparer votre zone, vous allez injecter le client les références qui vont être demandées. Donc vous avez toute cette préparation qui permet après d'être plus fort dans l'action. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui le permet. D'accord. Peut-être qu'à ce stade, ça serait intéressant de voir une vidéo que vous pourriez nous commenter chez un de vos clients, par exemple. Oui. Alors, on va demander en régie d'envoyer la vidéo. La première, donc, ça serait quel client ? C'est une solution qui a été déployée maintenant il y a 2 ans en Belgique, chez un client grand compte. Et ben voilà, on voit son nom. Logistique, exactement. Grobendank. On est sur une petite installation, on est sur un flux B2B, donc retail. Bacs à chaussures qui sont stockés dans les étagères. On a à peu près 5 stations, pour vous donner un peu comme ça le schéma, le dimensionnement. C'est une station moyenne, quoi, je dirais. 5 stations de picking, 2 stations de réappro, parce que le client a décidé de commencer par des stations de réappro dédiées. D'accord. Après, on a fait évoluer le projet avec des stations de réappro sur les stations de picking. Et on est à peu près une trentaine de robots, et puis peut-être 400 étagères. D'accord. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, comme Jean-Daniel l'indiquait, on a des navigations QR code. Le robot, ça c'est intelligence, entre guillemets. Enfin, c'est bien sûr de lire les QR codes qui sont ça, les QR codes, ça lui sert à... La navigation. La navigation. Oui, exactement. Il va passer d'un point A, en fait, comment ça se passe dans la navigation RMS, ce qu'on appelle le Robot Management System. Il va avoir un log, et dans le log, on va lui dire, tu vas faire le log 3 à 34 en passant par le 2, 3, 7, 0, 0, 2. C'est juste un code. C'est un code de navigation qui va lui permettre de trouver le chemin le plus court pour aller de la zone de stockage à la zone de picking ou la zone de rappro. D'accord. On peut peut-être voir une autre vidéo si Un autre client, donc là, DB Schenker, c'est en République tchèque, je crois, pour un client final. C'est encore des chaussures. Vous l'avez tous reconnus. Exactement, c'est encore des chaussures. Elle a l'air contente.
Ah oui, l'opérateur. La satisfaction du client et puis la satisfaction des opérateurs et des collaborateurs. Voilà. Encore une fois, je rajoute un petit commentaire sur l'explication de Jean-Daniel sur les avantages, les valeurs ajoutées qu'on met en place. La solution Geek Plus, d'étagère mobile ou quelle qu'elle soit, s'intègre dans une plateforme existante qui a des équipements existants, du convoyeur. En général, ils ont toujours de convoyeur, ils ont effectivement du tri. Et on va prendre une petite place dans la plateforme existante et on va, on va s'occuper d'un flux. Mais on ne va pas tout déménager, on ne va pas demander à nos clients de tout déménager, on va juste prendre une petite place. Et puis en fonction de l'évolution du projet, le client, en général, décide de supprimer une partie convoyage et d'étendre la zone parce que notre solution est efficace et correspond aux attentes du client. Oui, c'est l'avantage de l'évolutivité de la solution. De la simplicité et de l'évolutivité. Donc voilà, donc là l'opératrice fait le picking, met les articles dans le carton est ensuite renvoyé sur le convoyeur qui dirige les colis vers la zone d'expédition, j'imagine. Voilà, donc ça c'est ça c'est une vidéo, je crois, une troisième vidéo, un site UPS. D'accord. Ça, c'est un site qui est, je crois, aux US. Oui. Je ne connais pas exactement le dimensionnement, mais vous pouvez voir que c'est un dimensionnement assez important. Toujours sur la solution Chef to Person. Oui. On insiste un peu... on en parle beaucoup parce que c'est le sujet de notre rendez-vous aujourd'hui. Mais alors, c'est pas Chef to Person, c'est Shelf. Hein. On a vu brièvement le POPIC. Voilà. Oui. Exact. Donc là, on va peut-être pas se focaliser sur la partie pop, mais on a plusieurs solutions. Plusieurs solutions. Voilà. Alors bon, ça nous a permis de voir un petit peu les équipements dans leur contexte d'utilisation. Combien de temps il faut? Alors vous l'avez dit, c'est relativement rapide pour mettre en place une solution. Qu'est-ce qu'on peut, en moyenne, qu'est-ce qu'on peut dire? Combien de temps ça prend? Oui, alors tout dépend du dimensionnement, mais en général, à la validation du projet par le client, il faut compter entre 3 et 6 mois. Ouais. Voilà. C'est à peu près le délai. Après, sur les gros dimensionnements, qui nécessitent de l'intégration notamment, parce qu'on travaille avec des intégrateurs un peu partout. On a des partenaires intégrateurs en Europe. Sur des projets assez volumineux. Là, effectivement, on est sur des délais un peu plus longs. Les partenaires intégrateurs en France, c'est qui? On peut les citer? Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Société Corber, avec on travaille. Et puis la société Firac du groupe Osnef, avec elle aussi, ils nous ont accompagnés et on travaille ensemble sur des dossiers. Et puis on est en train de développer aussi des actions. J'en parlais de maintenance avec des partenaires. On travaille partenaires comme Philips, avec Actemium. Voilà, on a quand même tout un écosystème, comme on dit, de partenaires, en tout cas d'entreprises qui sont des professionnels de la supply chain. Qui ont déjà leur solution, mais avec... Pas toujours, mais qui ont une vraie maîtrise, soit de la mécanique, soit de l'intégration, du WMS, des flux un peu plus IT. Voilà, ils connaissent bien leur marché. Il ne faut pas oublier que, Jean l'a dit, on est arrivé sur la France en 2019. Donc pour aller, on va parler, mais pour aller dans un développement rapide, on a besoin de s'appuyer sur des partenaires qui connaissent bien le marché, bien sûr qui maîtrisent leurs solutions et qui connaissent les clients. Alors que nous, quand on est arrivé, bien sûr, Jean, son expérience, la mienne, on connaît le marché, mais s'appuyer sur des partenaires... Ça va plus vite. Ça va plus vite. Alors, je vais peut-être me tourner vers la régie pour voir si on a des questions maintenant. Et puis,
Oui, Hervé, va nous dire si nous avons des questions. Hervé, bonjour. Bonjour Jean-Philippe et bonjour à tous. Et bien évidemment, nous avons des questions. Les robots sont-ils apprenants et est-ce qu'il y a une IA pour les optimiser? Bon, qui souhaite répondre, Jean, peut-être? Les robots sont apprenants, j'allais dire non, parce que on développe aujourd'hui, on est à la 6e génération de robots, depuis maintenant 8 ans. Donc oui, ils sont apprenants parce qu'on apprend. C'est vous qui apprenez, en fait. C'est pas le robot qui apprend, c'est plutôt... Oui, exactement. Mais on apprend beaucoup chez les clients, les applications chez les clients. Donc on fait évoluer le robot. Mais il n'est pas auto-apprenant. Il n'est pas auto-apprenant, exactement. Et que je vous le disais tout à l'heure, c'est le soft, notre logiciel de commande de tâches, qui lui, effectivement, est apprenant. Parce qu'on a l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle de notre système WCS est en communication directe avec le soft qui font naviguer les robots. Et cette intelligence, comme son nom l'indique, l'intelligence permet à l'intelligence d'évoluer. L'intelligence en soi n'a pas d'intelligence, il faut effectivement qu'elle évolue. Donc dans le temps, mois après mois ou minute après minute, le système va permettre d'améliorer, alors sur la partie stockage, sur la partie opérationnelle purement picking. On parlait du taux de prélèvement tout à l'heure. Donc, mais bon, c'est pour vous donner une réponse un peu exhaustive. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, je pense que le soft est notre grande valeur ajoutée sur l'évolutivité de la... Pour ajouter, même rapidement, dans le terme apprenant, sachez en tout cas que nos solutions ingurgitent les datas et retravaillent à travers notamment les courbes ABC, le rangement, le positionnement des étagères. Donc si dans apprenant, effectivement, il y a tout ce traitement de la donnée, Jean l'avait dit en introduction, nos systèmes traitent les données qui sont envoyées. Et là, effectivement, au fur et à mesure, va gérer le niveau des stocks, les rotations rapides, exactement. Les rotations lentes, etc. Donc petit à petit, quand on laisse faire le système, là, effectivement, on peut dire, ah oui, le système, on voit qu'il a géré tel ou tel produit différemment de ce qu'il y avait il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Ça, c'est un point important, tout à fait, dans l'optimisation. Hervé. Est-il possible de travailler avec le WCS Geek Plus sans avoir les automates de la gamme Geek Plus? Je vais dire, on n'est pas revendeur de WCS, donc c'est pas notre priorité, voilà, que de vendre des WCS. Plutôt notre WCS est vraiment rattaché à notre solution, mais par contre le contraire est... À l'inverse, on peut fonctionner avec des WCS très agnostiques. Ah oui. Voilà, ça c'est un point important où vous avez parfois alors nos partenaires qui ont leur propre WCS. Et voilà, parfois il est plus intéressant pour le client final de travailler avec un WCS d'un de nos partenaires, parce que peut-être il a déjà une installation. Jean en parlait, c'est important. Nous, on arrive parfois où l'entrepôt, il vit déjà depuis des années. Oui, il peut y avoir des convoyeurs. Il peut y avoir des convoyeurs, donc on n'est pas là pour dire « Oh là là, vous arrêtez tout, attention, on arrive ». C'est comment on permet notre intégration à tout un système. Et là, on a cette souplesse de pouvoir travailler avec d'autres WCS. Même chose pour les WMS, j'imagine que vous connectez à tous les WMS du marché. Oui, on n'a pas en tête aujourd'hui des WMS sur lesquels... Non, on travaille avec tout le monde. Oracle, Manhattan, S400, IBM, Navision, SAP, tout. Oui, exactement. Flex, on travaille avec tous les WMS. Je veux dire Infologue, parce que sinon ça... Infologue, exactement. J'allais en parler. Ok. Hervé, d'autres questions? Pas d'autres questions pour le moment, mais le standard est ouvert. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler un petit peu du développement de la société en France? Quelles sont vos perspectives de développement? Vous êtes combien de personnes? Je crois que vous l'avez déjà rappelé tout à l'heure. Alors effectivement, Jean en a parlé. Aujourd'hui,
Notre évolution, je dirais, sur la France, ça a été de créer une petite équipe. On va parler petite équipe. Alors, je ne veux pas parler de Jean, d'Alexis, qui traitent les grands comptes, qui sont français. Voilà, donc ils sont basés en France et qui traitent plutôt les grands comptes. Mais sur la France, Nicolas Todorovic, moi-même et Guillaume Chailloux, Solution Ingénieur, où on traite tout ce qui est avant-vente, solutions. Donc on est vraiment une équipe dédiée client français. Quand on passe après la signature et dans la partie projet, là on a des collègues qui sont pas français, mais francophones. Voilà, Julien, Youdze, qui travaillent avec nous, qui sont chefs de projet et qui parlent français, ce qui facilite beaucoup. Donc on a créé au fur et à mesure une petite équipe France. Je dis petite parce que sur l'Europe, on est plus de 150, donc là, on va parler 5-6 personnes, qui sont les personnes clés. Derrière, il y a toute une équipe, bien sûr. Mais vous avez à chaque stade du projet, du projet, je dirais, papier, jusqu'à l'implémentation, vous allez avoir des personnes qui vont suivre le client dans sa langue. D'accord. Et ça, c'est aussi un point important parce que, on l'a dit, on est une entreprise chinoise, donc on a besoin d'être connecté avec nos collègues du siège à Pékin. Et pas tout le monde peut être à l'aise déjà avec le chinois et avec l'anglais. Donc d'avoir des équipes dédiées à un pays, ça nous permet. C'est vrai que tout le monde ne parle pas le mandarin. Non. Effectivement. On n'a pas parlé prix. Est-ce que le fait d'être chinois, ça vous place en meilleure position par rapport au prix sur le marché ? Aujourd'hui, le fait d'être chinois nous pousse, je dirais, à l'excellence. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez le combat de la compétition aujourd'hui sur les AMR, vous avez beaucoup d'entreprises chinoises et je ne suis pas persuadé que ce soit le prix aujourd'hui. Bien sûr, il est important pour le client et ça, voilà, tous nos clients qui souhaitent mener un projet, qui me contactent, on parlera de prix. Mais là où c'est quelque chose d'important, c'est qu'on est dans un contexte fortement concurrentiel et ça nous pousse, Jean parlait en introduction de l'innovation, à performer dans la qualité de nos solutions, dans l'évolution de nos solutions. Après, bien sûr, il faut arriver à trouver un prix qui soit compatible avec l'état du marché, bien évidemment. Mais je dirais qu'aujourd'hui, notre atout, c'est cette capacité à répondre aux besoins du client et capacité à évoluer, parce que ça va très très vite. Alors, je crois qu'on a d'autres questions, Hervé ? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment le système Geek Plus améliore les conditions de travail des opérateurs dans les entrepôts ? On en a un peu parlé. Oui, on en a un petit peu parlé. Je vais revenir dessus. Alors déjà, l'opérateur, on a pu le voir à travers les vidéos, ne va plus se déplacer dans l'ensemble de l'entrepôt, va beaucoup moins porter de charges et vraiment se focaliser sur son travail de picking, de préparation de commande, quand c'est le moment de la préparation de commande, j'en ai parlé. Il y a aussi le moment de faire du réassort, de l'inventaire, on n'a pas parlé d'inventaire, de regroupement, voilà. On accompagne nos clients et leurs opérateurs sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et effectivement, aujourd'hui, dans les entrepôts, l'opérateur va moins porter de charge, voire plus du tout. C'est le robot qui va porter l'étagère et plus faire ses kilomètres à travers l'entrepôt. Donc il y a quand même une amélioration nette des conditions de travail des opérateurs. Hervé ? Comment la technologie Goods to Man est-elle adaptée à des produits à faible rotation ? Et si oui, quel en est le principe ? Alors, je dirais que dans nos étagères, vous avez les 3 types de produits, les A, les B, les C. Au départ, d'ailleurs, c'était plutôt adapté aux faibles rotations. C'était plutôt adapté au B et au C. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on se dit que si un produit revient toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes à la station, c'est peut-être intéressant de le traiter à part. Donc vous avez complètement raison. Au début, c'était plutôt dédié au B et au C. Alors pourquoi maintenant on arrive à y ajouter les A ? Parce que notre robot, il ne prend pas que des étagères. Il prend aussi des palettes complètes. Mais ça, on pourra y rentrer un peu plus tard dans le détail, ou si les clients sont intéressés, de nous contacter. Mais sur les produits B ou C, là on va parler de rangement.
Donc, on répartit les produits B et C, A, B et C dans nos étagères de telle manière à ce que, voilà, il n'y ait pas de congestion au niveau de la station. Quand on parle des bacs, pareil, c'est réparti de telle manière à ce qu'une étagère, de manière équivalente, a des produits A, des produits B, des produits C, généralement laissés plutôt en hauteur, voilà, là où on va moins les toucher. Donc une répartition intelligente, comme on le fait aussi en entrepôt. Quand on a des produits C, on va plutôt les mettre dans des endroits un peu plus haut ou un peu plus bas. Ce qui est à portée de main, c'est plutôt les produits qui tournent plus vite. Bien sûr. Oui, tout à fait. Effectivement, mais on n'a pas parlé de pic, la saison. Oui, oui, parce que ça va bientôt être le Black Friday, les fêtes de Noël, fêtes de fin d'année. Alors, effectivement, les Black Friday, les opérations commerciales, mais aussi les saisons, parce qu'il y a des entreprises qui sont purement saisonnières. Discuté il y a quelque temps avec, j'espère, un de nos futurs clients qui est sur une activité outdoor, et il me disait, nos clients, quand il pleut, ils sont à la maison, mais dès qu'il fait beau, ils sont comme les escargots, ils sortent, eux, quand il fait beau, et donc d'un seul coup, il y a un pic. Et là, effectivement, nos solutions, elles permettent la préparation. Parce que vous soyez robotisé ou pas, un pic, ça se prépare. Donc là, on va avoir l'avant-saison. L'avant-saison, vous allez retravailler le rangement dans vos étagères. Vous allez identifier quelles références vont plus tourner. Est-ce qu'il faut que je modifie telle ou telle étagère? Est-ce que je dois rajouter, peut-être lever une étagère, mettre une palette pour avoir un produit qui va plus tourner? Donc vous avez tout ce travail d'avant-saison. Le recrutement, vous parliez du recrutement. 3 jours, 4 jours, 5 jours avant pour un opérateur qui venait faire du picking. Aujourd'hui, nos clients nous disent 1 journée pour former un opérateur. Donc la préparation de la saison se fait de manière un peu plus sereine. Donc on va gérer ses produits, on va gérer ses étagères. On peut également partir vers de la location courte durée. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer, sur lequel, on a mis un peu certain temps, parce qu'il y a beaucoup de logistique derrière la location. On est en train de développer ce point-là pour accompagner les clients dans ces pics. Et puis après, je dirais, ça c'est avant, on est dans les vestiaires, on prépare la saison, puis après on est sur le terrain, et là on est en plein pic, et là il y a tous les éléments dont on a pu vous parler, hein. Ce côté rapidité dans la prise du produit. Vous êtes sur un horaire, sur une seule plage horaire, vous allez rajouter quelques heures, les robots ils continuent à tourner, ils vont gérer eux-mêmes leur charge en batterie. Donc ils ne vont pas aller se charger au moment où il y a le pic, ils vont un peu attendre, donc, parce qu'il y a un système de stratégie de charge à l'intérieur des robots, donc ils ne sont pas intelligents, mais ils ont quand même quelques fonctionnalités ils sont malins. Très pratiques, voilà, ils sont très pratiques. On parlait du pop pic et cette capacité que le système a à réorganiser les bacs. Voilà, préparation de la saison avant et pendant. Je ne reviens pas sur les algorithmes. Jean en a parlé, l'intelligence artificielle, à un moment, elle va vous placer les bonnes étagères au bon endroit. En fait, c'est ça la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est le soft, hein, surtout ça. Le soft, je dirais, c'est l'élément, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle, qui va bouger les robots. Ça, c'est un point important, parce que parfois, vous regardez plusieurs robots de différentes gammes, il y en a qui disent, bon, quelque chose près, vous avez les mêmes robots, certes. Par contre, regardez un peu plus dans le détail, parce qu'il y a quand même de vraies différences. Soulevez le capot. Regardez sous le capot, ça c'est le premier point. Le deuxième point, posez des questions sur le soft. Posez des questions. Nous, on sait qu'aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 1000 robots sur une zone. En France, on a des solutions à 20, 30, 150, 200 robots sur une même zone. Donc voilà, ça c'est... Et comme on est en stockage dynamique, c'est-à-dire que chaque étagère n'a pas son adresse, ou chaque référence dans l'étagère n'a pas une place fixe, et ça change tout le temps. Du coup, on va optimiser aussi le nombre de robots dans la zone, hein, et aussi le nombre d'étagères quelquefois. Donc notre intelligence, l'intelligence se nourrit de l'intelligence. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Aujourd'hui, notre intelligence artificielle va chaque année améliorer. Et aujourd'hui, on arrive sur des dimensionnements en statique à, on va dire,
un exemple sans robot, et en dynamique, on va se retrouver à 65, on va pouvoir diminuer le nombre de robots dans la zone, tout simplement. Bon, c'est un exemple, une illustration d'intelligence artificielle que notre système propose. Il nous reste 2-3 minutes. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, le robot as a service, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez, qui peut permettre justement... Stratégiquement, c'est effectivement très demandé. Hein. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, on est quelquefois sur certaines solutions, on travaille à la palette. Ouais. Hein, aujourd'hui, on a un coût palette, un coût commande. Un coût qui est vraiment de plus en plus micro. On passe du macro au micro. Aujourd'hui, c'est une solution qui est pas... c'est une solution qui est envisageable. On a nos clients partenaires on travaille avec des services financiers qui prennent en charge, c'est une partie. Mais en propre, faire ce qu'on appelle le robot as a service, c'est pas une solution qu'on propose. Déjà, on n'est pas une banque. Oui. Hein, on n'a pas la capacité financière de pouvoir financer sur 5 ans des équipements et un dimensionnement complet. Hein, parce que quand on propose ce type de service, on travaille avec des partenaires financiers, dont c'est le métier. Et on travaille avec certains d'entre eux en Europe, un peu partout d'ailleurs dans le monde. Mais si vous voulez parler de robot as a service en propre, Guy Plus proposant ce service-là, la réponse est non. Ça ne fait pas partie des axes pour venir à la question de développement sur les prochaines années en Europe et en France. Il y a peut-être d'autres pays qui auront une organisation. Nous, vraiment, ce qu'on a en tête aujourd'hui sur l'avenir, c'est faciliter cette intégration à l'intérieur des bâtiments. On l'a dit, alors on a parlé de bâtiments logistiques, on a parlé d'usines, puisque la partie industrielle a beaucoup travaillé la robotisation des tâches de production. Maintenant, elle va vers la robotisation des flux. Donc nous, je crois que notre force, et en tout cas notre vision, c'est de permettre cette flexibilité, cette adaptabilité à tout type de solutions, à tout type de clients. C'est ça, nous, notre vision, c'est comment on va faciliter le métier des logisticiens, quels qu'ils soient, dans les années à venir, par des solutions faciles à installer, flexibles dans leur évolution, et, je dirais, rentables également, parce qu'on n'a pas mis l'accent sur le contexte économique qui est quand même très, très prégnant. On ne va pas parler d'inflation, de contexte un peu plus international. Mais voilà, comment on peut apporter de la simplicité, la flexibilité et une rentabilité à court terme. L'entrepôt de demain, c'est un entrepôt sans opérateur ? Je ne crois pas. On a déjà plusieurs fois échangé entre nous. Je ne crois pas. Je crois que l'opérateur sera de plus en plus le pilote des robots. C'est toujours lui qui donnera, en tout cas, le rythme. C'est lui qui réparera aussi les robots. Il faut penser derrière à toute l'ingénierie qu'il y a dans la maintenance, dans le développement des softs. Non, l'homme aura toujours sa place. Mais simplement, tout ce qu'on fait, c'est que le robot, il supprime les tâches à très très faible valeur ajoutée et surtout les tâches qui usent l'homme au quotidien. Et il y aura toujours des convoyeurs dans une plateforme logistique et on a besoin de convoyeurs. On n'est pas là pour remplacer non plus. Mais comme le dit Jean-Daniel, toujours la pénibilité et il y aura toujours des opérateurs, ça c'est sûr, évidemment. Comme le dit très bien Jean-Daniel, on s'intègre, c'est une solution qui s'intègre dans le microcosme humain qui représente une plateforme logistique. Aujourd'hui, on ne va pas réduire, et d'ailleurs la plupart des sociétés qui achètent et qui déploient nos solutions dans leurs différents sites vont relocaliser les opérateurs qui étaient amenés à faire des tâches pénibles sur d'autres tâches. Donc, on ne va pas supprimer des emplois, on ne va pas supprimer des opérateurs. Peut-être on va réduire un petit peu, mais
sur des tâches de picking, où on va aujourd'hui en manuel. On va transformer des tâches sans valeur ajoutée vers des tâches à valeur ajoutée. Plus forte valeur ajoutée. À plus forte valeur ajoutée. Merci, un grand merci à tous les deux pour toutes ces explications. Ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur l'automatisation et plus encore sur Geek Plus. Merci à vous d'avoir suivi ce débat et à très bientôt pour une autre émission sur le plateau de Supply Chain Village. Merci. Merci, bonne journée.